Bonsoir. Suite à notre dernière édition spéciale, il y a 15 jours, sur les fraudes électorales en France, et au reportage effectué cette fois-ci aux Antilles par Henri Gallet, le maire de Sainte-Anne précise qu'il a été surpris de se voir accusé de faciliter l'inscription de ses supporters et de rendre plus difficile celle de ceux qu'il considère comme ses opposants. Le maire de Sainte-Anne se définit, lui, nous a-t-il demandé de préciser, comme un maire non fraudeur et honnête, dont acte s'est fait. Pour les éditions spéciales à venir, la semaine prochaine, nous parlerons des expropriations foncières, du décret d'utilité publique. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Le 16 mars, entre les deux tours des élections municipales, nous serons en direct de Marseille, au Théâtre de la Criée, pour un débat avec les candidats restés en lice pour ce deuxième tour d'élection à la mairie de Marseille. Et puis le 23 mars, l'édition spéciale sera consacrée aux erreurs médicales. Vous pouvez nous envoyer vos informations, vos témoignages par Minitel, 3615 code A2, par le courrier, 22 avenue Monteil, Paris 8e. Déjà un appel Minitel qui relève l'heure tardive de cette émission, j'en suis navré, et cette personne dit qu'elle doit, hélas, se contenter du bouillon d'Inculture de 20h30 puisqu'elle est obligée de se coucher tôt. Pardon, en tout cas voici maintenant édition spéciale sur la fraude fiscale. Alors cette fraude fiscale, il ne faut pas forcément la considérer comme un sport national, c'est quelque chose de très sérieux. Écoutez un peu ces chiffres qui sont des estimations. La fraude fiscale en France serait entre 100 et 150 milliards de francs par an. 60 milliards de fraude fiscale sur l'impôt sur le revenu, 90 milliards pour l'impôt sur les sociétés et TVA. C'est la fraude la plus importante, elle est équivalente au déficit budgétaire de la France. C'est environ 1/10 du budget global de la France. Et je vais faire une comparaison qui est évidemment un peu spécieuse, mais c'est 400 fois le produit des hold-up, estimé par les chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors précision pour cette édition spéciale, vous allez voir beaucoup de reportages avec des personnes qui parlent en visage caché. Pourquoi ? Quelques-unes de ces personnes sont des fraudeurs, ils expliquent pourquoi elles fraudent et comment elles fraudent, et puis quelques autres sont des enquêteurs qui luttent contre la fraude fiscale et ils ont demandé à rester anonymes, ce dont nous avons bien convenu. Nous ne parlerons pas, je vous le dis tout de suite, de la fiscalité des artistes, ça a déjà été fait, pas sur une chaîne concurrente d'ailleurs, donc on n'y reviendra pas. Un exemple original, pour ouvrir tout de suite cette édition spéciale, un exemple astucieux, ou bien un exemple qui va peut-être vous choquer. Cette dame se fait appeler, pour les besoins du reportage de Daniel Maudinet et Christian Autin, Madame Aimée du Fisc. Je suis célibataire avec un enfant, ce qui me donne droit à 2 parts. Par rapport au fisc, je me considère comme parfaitement en règle. Je déclare rubis sur l'ongle tout ce que je gagne en tant que salarié. Et j'ai pas d'autres revenus extérieurs, donc je suis parfaitement claire. Cynique, mais parfaitement clair en effet. Pour les impôts, Madame Dufisque a trouvé la bonne combine. L'enfant qu'elle déclare depuis 15 ans n'a jamais existé. Il a un prénom, une date de naissance sur le papier et un point, c'est tout. C'est pas un enfant dérangeant. C'est vrai. Et il ne m'a jamais rien coûté, ni en couche, ni en nuit blanche, ni en frais scolaires, ni en quoi que ce soit. Il est parfait. Je devais donner 3 mois et demi à peu près de salaire aux impôts. En divisant, en déclarant cet enfant, j'en donne quand même encore 2. Vous avez fait le calcul de ce que vous avez économisé? Si on multiplie ça par 15 ans, on doit arriver à peu près à 200 000 francs. Grosso modo, je n'ai jamais fait le calcul exact. Moralement, ça vous pose pas de problème? Je suis un fraudeur sans état d'âme. Non, j'ai aucun problème moral là-dessus. Comme diraient les joueurs, vous avez trouvé la martingale, là, parce que ça semble complètement imparable. Je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est un inspecteur des impôts qui m'a dit que c'était à peu près incontrôlable. Et effectivement, personne ne m'a jamais rien demandé. Et tout va bien. Sur le plateau d'édition spéciale, il y a des gens qui peuvent peut-être nous donner d'autres témoignages genre là. Pierre Pinson, vous êtes un ancien inspecteur des impôts, vous êtes conseiller fiscal, vous avez connu des exemples aussi originaux que cela? Non, moi j'ai connu des enfants de l'amour, des enfants inadaptés, des enfants à charge. Je n'avais pas compris qu'il y avait des enfants à charge fiscale qui n'étaient pas vrais. J'aurais plutôt appelé ça une mère porteuse fiscale, parce qu'à la limite, on ne saura jamais si elle l'a fait ou pas. Mais je pense que puisque vous parlez de la fraude, et puisqu'on parle de déclaration fiscale, moi ce qui me choque un peu dans ce, enfin, qui me surprend un petit peu dans ce débat, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait ne pas déposer de déclaration, mais qui en dépose une et qui est fausse. Alors à ce moment, on peut imaginer n'importe quoi.
Je ne sais pas, je n'ai pas calculé le nombre de rubriques qu'il y a sur une déclaration, mais on peut éventuellement mettre des chiffres qui sont faux, une situation familiale qui n'est pas réelle. Un zéro en moins ou se débrouiller tromper dans comme ça. l'addition, être marié. Et ça, c'est aussi imparable que cette formule-là ou pas? Bon, c'est jamais imparable, la fraude, parce que ce n'est pas du conseil. La fraude, c'est une attitude, c'est un comportement. Ouais. Donc, je vais demander à Madame Maréchal, qui est, vous enseignez maintenant à l'école des impôts, mais vous avez été une inspectrice des impôts. Vous avez eu comme ça des exemples qui vous ont laissé baba, si j'ose dire? Oui, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je crois que je ne peux pas vous donner la liste des fraudes possibles, puisqu'on y passerait la soirée. Non, mais là, comme ça, d'un particulier, quelqu'un qui a été particulièrement inventif. Effectivement, un particulier, il suffit qu'il caviarde l'ensemble des cases qu'il a cochées sur sa déclaration et ça marche. Ça marche jusqu'au jour où il se fait prendre. Ouais. Le cas de l'enfant, par exemple, il suffit de demander une fiche familiale d'état civil, ce qui arrive, et puis voilà, c'est la classe. Soyons, pardonnez-moi, on va être un petit peu sérieux. Quand vous recevez ça, quand vous découvrez une faute comme ça vous a fait rigoler ou ça vous a choqué dans votre sentiment de citoyenne? Alors moi, je trouve ça d'un incivisme total. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut arriver à se créer des enfants. Enfin, déjà, psychologiquement, je ne peux pas me mettre à la place de cette personne-là, si vous voulez. Que des gens, parfois, essayent de trouver des astuces et tout ça, dans le cadre de la légalité, je m'entends. Je comprends très bien que chacun essaye de payer le moins possible, dans le cadre des textes légaux qui nous sont imposés. Mais alors, s'inventer un enfant, pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais complètement. Un peu tortueux. À la question Minitel, la 3615 code A2, si vous voulez le faire, j'ai jamais déclaré de revenus, comment faire pour entrer dans la légalité? Comment elle peut faire cette personne? Il suffit qu'elle aille se signaler au centre des impôts le plus proche. Oui, mais on va la rattraper dans les 3 dernières années, non? Il y a effectivement un risque dans ce sens-là, mais je crois que la légalité se paye. Vous êtes comme l'église catholique, vous accueillez les pécheurs et puis absolument, vous non, et je crois qu'il faut... l'église catholique, elle comprend les fraudeurs. La tranquillité d'esprit qu'aura cette personne par la suite, en sachant qu'elle est tellement belle, tellement vierge et tellement civique, qu'elle garde son pays, qu'elle en sera tout à fait délivrée. Bien, je vous propose tout de suite de voir 5 portraits. 5 portraits de fraudeurs. Je vous donnais le chiffre de la fraude à la TVA, de la fraude notamment pour les professions libérales. Vous allez voir 5 représentants de professions libérales qui, je veux dire, qu'ils s'arrangent avec le fisc et un peu dans n'importe quelle position, comme le rapporte Christophe Tortora. Bien, voilà, on a terminé la première séance de détartrage, il nous en reste une. Et puis, il vous manque cette dent là-haut qu'il faudrait un jour envisager de remplacer par un bridge. Si vous le voulez en céramique, je pense qu'on atteindra un devis de 15 000 francs. Et vous avez une mutuelle? Non, j'ai pas de mutuelle. Alors dans ce cas-là, je peux vous proposer un arrangement. C'est-à-dire comme la sécurité sociale va vous rembourser que 1 000 francs sur ce bridge. Sur 15 000 francs? Sur 15 000 francs, oui. Donc on peut essayer de s'arranger. C'est-à-dire que je fais pas de papier vis-à-vis de la sécurité sociale et vous me payez la totalité du bridge en liquide. Dans ce cas-là, le devis sera ramené à 12 000 francs, si bien qu'on y gagne un petit peu tous les deux. Et c'est une pratique courante, ça? Oui, disons que vu la forte fiscalité que subissent les gens de ma profession, on essaye toujours de s'arranger. On organise des congrès soit à la montagne, soit au soleil, et on peut déduire tous les frais de congrès de notre feuille d'impôt. En fin de compte, on fait que du ski et pas beaucoup de conférences. Donc c'est les impôts qui vous payent les vacances? Un petit peu, oui, mais je crois que c'est normal. Les gens de ma profession, nous payons beaucoup d'impôts, nous devons être ceux qui rentrons le plus d'argent, il est normal que le ministre prenne soin de notre santé. Pour pouvoir survivre, je pense qu'on est obligé de s'arranger en essayant de s'en sortir comme l'on peut, en achetant par exemple du tissu au noir, sans facture bien entendu. Nous sommes obligés ensuite de fabriquer sans facture et ensuite de vendre en espèces, parce que si vous vendez par chèque, après vous êtes coincé au bout du rouleau. Est-ce que vous en faites beaucoup? Il faudrait en faire normalement 40% pour s'en sortir, mais on arrive à en faire 10-15%. Je gagne 25 000 francs par mois net. Avec le noir? Sans le noir, bien entendu. Et avec le noir? Ça représente, disons, 25 000 francs, va compter 7 000 francs en plus au noir pour s'en sortir. Je vis normalement, donc pour éviter éventuellement les contrôles, il faut vivre normalement, sans excès, pas rouler avec les grosses voitures, les grosses chaînes et tout ça, parce qu'on se fait remarquer. Avoir un cadre de vie moyen. On fait du noir quand on arrive à travailler pour certaines maisons qui ne sont pas très nettes, comme dans le prêt-à-porter par exemple, ou certaines petites boîtes, ou quand on fait des petits coups, c'est-à-dire photographier un comédien, photographier un chanteur, ou... Alors là, bien sûr, on peut essayer de faire du noir, mais souvent sur des toutes petites sommes. 2 000 francs, 2 500 francs, pour moi, c'est une petite somme. Mais la seule façon que j'ai de trouver des petites ficelles,
c'est, comme dans beaucoup de professions, c'est en jouant sur les frais. Si je pars en vacances, je vais essayer de passer des frais professionnels, c'est-à-dire mon voyage en avion, mon séjour à l'hôtel, et je justifie cela en disant que j'ai fait des reportages photos. Les autres petites astuces, ça va être si je m'achète un beau blouson, par exemple, ou une paire de chaussures, enfin, ce sont des petites choses, hein, je vais passer ça en stylisme. Moi, je ne considère pas que ça soit de la fraude, dans la mesure où je ne détourne pas de l'argent et je n'occulte pas une partie de mes revenus. Nous sommes obligés de frauder le fixe dans le bâtiment. Soit on travaille en noir, soit on fait des factures supérieures aux factures réelles. Pour le travail en noir, c'est simple. On recrute des personnels sans carte de travail, qu'on fait travailler. Donc on est obligé de ne pas payer les charges. Du fait, on vole le fixe. Pour la fausse facture, c'est autre chose. Soit on gonfle la facture de 10, 20, 30, 40% sur la facture réelle et on est forcé de redonner une commission à la personne qui nous a donné le travail. Toute personne qui nous donne du travail veut un bâtisse. La personne qui vous donne le travail, elle va vous dire, moi je veux 10 ou 15% pour moi. Et c'est à vous de dire oui, ou sans ça, à prendre un autre. Hein. Et je suis obligé de le faire, sans ça, j'ai pas de travail. J'ai été sanctionné déjà 2 fois, ça m'a coûté à peu près 100 000 francs à chaque fois, un petit peu plus la seconde. Donc oui, je fraude le fisc. Comment est-ce qu'on fait? Oh, il y a toutes sortes de moyens. Bon, disons que le fisc a principalement, à ma connaissance, 3 moyens de contrôle très très simples et disons qui ne ratent pas. Bon, vous avez le café. Bon, pour servir un café, il faut X grammes de café. Il est tout simple pour le fisc de contrôler, si vous voulez, vos factures de café. Et les repas que vous déclarez, et de faire une corrélation entre ces 2 points. Bon, d'autre part, il est facile aussi pour le fisc de contrôler les factures de pressing que vous pouvez lui apporter, et de contrôler ainsi le nombre de nappes qui ont été utilisées. Maintenant, bon, c'est un moyen qu'ils utilisent fréquemment et qui m'a piégé une fois, ça ne me piégera plus. Bon, je dois avouer que pour ce qui est du café, c'est le supermarché qui m'en fournit une partie, et pour ce qui est des nappes, je les lave moi-même, c'est ma femme de ménage qui les repasse, et j'en passe qu'une partie au pressing, disons la partie la plus cohérente, de façon à ne plus être sanctionné, quoi. Si j'en crois les estimations sur les professions les plus frauduleuses, ce sont des chiffres qui sont indiqués par la Direction générale des impôts, hôtel, café, restaurant en tête, commerce alimentaire, garagiste, boulanger, pâtissier, puis dans les professions libérales, en tête du top 50, avocat, huissier, expert comptable, dentiste, architecte, vétérinaire, notaire. Bien sûr, je suppose que les représentants de ces professions vont protester. Sur ce plateau, je vais vous demander à 2 personnes qui sont 2 élus politiques, mais aussi 2 professeurs, professeur d'économie, professeur de droit, député du Val d'Oise, Parti Socialiste de Dominique Strauss-Kahn, et puis Jean-Claude Martinez, qui a été député du Front National. Ça vous choque, ça ? Non, moi ce qui me choque, c'est les chiffres que j'entends qui sont des mensonges scientifiques. Claude Sérillon, il n'existe que 3 méthodes scientifiques pour essayer de mesurer la sous-évaluation fiscale. Mais il n'existe aucune méthode en France ou à l'étranger qui permette d'évaluer la fraude. Alors les chiffres que vous avez donnés... Entre 100 et 150 milliards, pour vous, c'est pas vrai. Mais non, Claude Sérillon, ce sont des chiffres farfelus, ce sont des chiffres politiques. Ils ne sont pas très farfelus, la direction des impôts. Mais non, ils sont farfelus. Voilà, le code, voilà les rapports du Conseil des impôts qui a, en 1979, essayé d'évaluer la fraude à l'impôt sur revenu, enfin la fraude, la sous-évaluation, et le rapport 1983 qui a essayé d'évaluer la sous-évaluation à la TVA. On ne peut évaluer que la sous-évaluation qui comprend les erreurs, les divergences d'interprétation, qui comprend éventuellement la fraude, qui comprend des contentieux entre l'administration et le contribuable, mais c'est une vision politique, une vision polémique de dire la fraude c'est 100 milliards, 150 milliards, 160 milliards. Il n'y a que 3 méthodes que Dominique Strauss-Kahn, économiste, connaît aussi bien que moi. Ces 3 méthodes ne permettent que d'évaluer que la sous-évaluation et non pas la fraude. Scientifiquement, on ne connaît pas le... Attendez, Claude Sérillon, on ne le connaît pas pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas... Non mais Claude Sérillon, on ne sait pas ce qu'est la fraude. Oui mais attendez, là, nous on vous a donné des exemples concrets là. Oui, mais c'est des exemples ça vous choque? Mais non, ça ne me choque pas, ça me rend triste parce que la pauvre femme, tout à l'heure, elle croyait avoir fait un exploit, la pauvre, 200 000 francs, et elle ne sait pas que par l'évasion légale, canard enchaîné, monsieur Lafleur ne paie pas 1 franc d'impôt sur revenu parce
parce qu'on peut déduire 50% sur son impôt, 50% de ses investissements outre-mer, on peut déduire les investissements, 25% des investissements dans le cinéma. Alors le pauvre dentiste qui croit faire un exploit, il ne sait pas que par l'évasion... Il est ridicule, quoi. Il est ridicule. Ah Moi, le pauvre, il me fait pitié, que finalement. Ah, c'est une naïveté touchante. C'est un baby-tout, un vrai bébé. Dominique Strauss-Kahn, vous allez, je vous ai regardé pendant le reportage, vous avez à la fois ri et en même temps, ça vous agace un peu, ça, non? Ce genre de combine permanente. Non, c'est pas tellement que ça m'agace. Je voudrais revenir une seconde sur le problème de l'estimation. Ah oui. La sémantique de M. Martinez est amusante, mais ceci dit, chacun sait qu'en France, il y a à peu près entre 100 et 150 milliards de fraudes. Pas du tout. On peut appeler ça... On peut appeler ça de la sous-évaluation. On peut appeler ça de la sous-évaluation si on veut. Mais enfin, en gros, il y a 100 à 150 milliards de francs qui échappent à la perception de l'impôt. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire comment on l'évalue? On se dit par rapport au nombre de contribuables possibles, par rapport à leur revenu, c'est ça? C'est relativement simple. On voit combien, sur 100 contribuables vérifiés, on voit combien il y a de contribuables sur lesquels il y aurait des redressements, de combien ils sont, et on fait la multiplication. C'est pas très précis. C'est pour ça qu'on dit 100 à 150. Mais enfin, en gros, ça fait quand même ça. Monsieur Martinez, qui essaie d'être un spécialiste de la fraude, a quand même du mal à dire que il y a trois méthodes. On ne sait pas ce que c'est que la fraude. Elles le sont dans le rapport. Il y a trois méthodes d'évaluation. Monsieur Martinez, on laisse Monsieur Strauss-Kahn. On ne peut pas vouloir à la fois être spécialiste de la fraude et à la fois pas savoir ce que c'est que la fraude. Non, je crois que l'estimation est difficile, ça c'est vrai. Elle comprend des choses qui ne sont pas que la fraude, ça c'est vrai. Mais grosso modo, tout le monde a à peu près les idées claires. Grosso modo, c'est pas scientifique. Maintenant, sur votre question, oui, ça m'agace un peu. Ah bah oui, moi aussi. Ça m'agace un peu parce que... Attendez, parce que c'est difficile, parce que vous savez, dans la cabine, là-bas, il y a Serge Moati qui réalise, et puis il y a Professeur de son. Alors, si tu es obligé d'ouvrir les deux micros en même temps, c'est très compliqué. Est-ce qu'on pourrait essayer de quelque chose? C'est que vous ne faites pas comme vous faisiez quand vous étiez à l'Assemblée, c'est-à-dire que vous laissez les autres parler. Dominique Strauss-Kahn, je vous en prie. Ce qui m'agace un peu dans cette affaire, c'est qu'il y a quand même deux choses complètement différentes. Il y a la petite fraude. Et dans une certaine mesure, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Martinez, rarement, mais là je crois qu'il n'a pas tort, cette petite fraude n'est pas ce qui est important. C'est pas très satisfaisant. Quand même, la fraude à la TVA, c'est important. Non, attendez, il y a la petite fraude. 2,5% en montant la TVA. Il continue, hein? Oui, non, allez-y. Vous ne laissez pas intimider. Il continue. Il y a la petite fraude. La petite fraude, c'est la dame avec son histoire de gamin, etc. Bon, très bien. Et puis il y a la grosse fraude. C'est d'ailleurs pas obligatoirement le montant qui fait la différence, c'est le fait que ce soit organisé. C'est-à-dire on fait une combine, on monte un système pour frauder. Et là, c'est un état d'esprit qui n'est pas du tout le même que celui du photographe de tout à l'heure qui explique qu'il achète un blouson, qu'il le fait passer en frais professionnels. Bon, très bien, ça va pas très drôle. Et je crois qu'il faut bien faire la différence parce que, d'abord, dans les masses qui échappent et qui devraient rentrer et qui ne rentrent pas, ce qui manque surtout, c'est la grosse fraude, bien sûr, c'est pas la petite. Et par ailleurs, quand on veut faire pleurer Margot, on sort des tas d'exemples parfois un peu farfelus, mais qui sont souvent des exemples de petites fraudes, de personnes qui ont essayé de monter des petites combines de rien du tout. Et je crois qu'il faut vraiment faire le partage. Les deux sont, de mon point de vue, très différents, et c'est vraiment la grosse fraude sur laquelle il faut cibler, qu'il faut essayer de réprimer et d'essayer d'éviter. Mais ça paraît très compliqué, parce qu'au fond, ces exemples-là, on les a retrouvés après une enquête de quelques semaines. C'est relativement facile de faire parler quelqu'un sur ces trucs, pour peu qu'ils soient cachés, mais pour les grandes entreprises, pour les grandes sociétés, dont vous laissez supposer que c'est peut-être elle qui fraudent le plus, non? Vous pouvez avoir de la grosse fraude sans que ce soit des grosses sociétés. Le marchand de vêtements, là, on n'a pas bien vu l'ampleur de l'opération. Mais imaginez qu'il fasse un gros chiffre d'affaires, qu'il y ait plusieurs magasins dans le même circuit, ça peut devenir de la grosse fraude. Ouais. C'est une fraude organisée, c'est l'organisation de banditisme fiscal. Ouais. C'est vous êtes conseiller fiscal, au fond c'est vous qui les aidez à frauder, non? Ah non, justement, je crois que j'ai bien fait de venir pour vous répondre. Oui, vous avez bien fait de venir. Je pense qu'il y a une légère confusion là-dedans. Le conseil fiscal, c'est pas un conseil à la fraude. Le conseil fiscal, c'est un conseil. C'est pas un pompier. C'est pas un type qui vient ou une femme qui vient quand il y a l'incendie. Attendez, la plupart de vos clients, ils viennent vous voir en vous disant, il faut que je paye le moins d'impôts possible, débrouillez-vous, non? Mais non, malheureusement, pas du tout. Si c'était ça, ça serait très bien. Ils viennent me voir, ou ils viennent nous voir en nous disant, on sait qu'on a à payer de l'impôt, il y a une contrainte fiscale, il y a un coût financier à payer de l'impôt, on veut le payer le plus juste possible et le plus tard possible. Bon. Ceci étant, notre rôle en tant que conseil, c'est pas de faire du conseil à la fraude, parce que le fraudeur n'a pas besoin de conseil, c'est une attitude, c'est pas de l'intelligence. Bon. Par contre, le contribuable, lui, a besoin de conseil. Parce que le contribuable a besoin de payer le juste impôt, enfin l'effet du citoyen, et je reviens sur l'entreprise si vous permettez après, il a besoin de le payer le plus justement possible, pas trop, normalement, et le plus tard possible. Ceci étant, pourquoi est-ce que l'entreprise a besoin de payer l'impôt? Parce que l'État est un actionnaire à 42%. Et c'est un actionnaire assez fabuleux, parce que lui, il prend 42% des revenus, et il ne finance jamais 42% des pertes.
Mais c'est un partenaire aussi bien que les employés, que les fournisseurs, que les gens qui sont dans l'entreprise. Lui est à l'extérieur et il a le droit de voir et de juger, ce qui est grave, quand il ne juge pas de la même façon que le chef d'entreprise. Mais il se prend 42% de ce qu'il rate et il ne paye jamais les pertes que l'on peut faire au lieu et place des actionnaires. Donc c'est un partenaire, c'est un actionnaire privilégié et le conseil que nous sommes est là pour lui apprendre, pour discuter avec lui éventuellement de la justesse ou pas de l'assiette fiscale qu'il considère être normale. Ouais. Enfin, vous avez un petit lapsus, lui apprendre, c'est quand même dire... Non, c'est lui qui essaie de nous apprendre, on essaie de lui dire le contraire. Ouais. Vous savez quand même qu'on pense souvent que vous êtes des conseils en fraude, non? Non, en évasion légale. C'est à tort. En évasion légale. Claude, arrête. En évasion. C'est pas de l'évasion. L'évasion, c'est autre chose. C'est absolument légal. Par définition. Il consiste à utiliser les subtilités de la législation. Non, l'évasion, c'est le club méditerranéen, c'est pas le Non, conseil fiscal. non, c'est un terme de droit fiscal. Oui, et même en anglais, taxe évasion, ça veut dire la fraude. Oui, mais attendez, Jean-Claude Martinez, vous avez été élu, ça vous semble pas totalement incivique, l'évasion fiscale? Écoutez, moi, ce qui me semble incivique, Claude... Vous allez vous référer à un bon auteur, peut-être? Oui, c'est moi-même. C'est plus facile. Moi, ce qui me semble choquant et très incivique, c'est les séances de l'Assemblée nationale du 28 mai 1986 et du 14 octobre 1987, où, sur un amendement de moi-même, j'avais demandé que les députés paient l'impôt sur le revenu comme tout le monde. Oui. Parce qu'ils ne le payent pas. J'avais eu le paye que sur les 9/20e. Et j'avais demandé un scrutin public à la tribune, demandant que les députés paient l'impôt sur le revenu comme tout le monde. C'est un peu démago quand même. Mais non, pas du tout. Non, absolument pas. C'est ça le civisme. Et j'ai la liste de ceux qui ont refusé de payer l'impôt sur le revenu. Il y a par exemple un homonyme de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il y a Dominique Strauss-Kahn, à la fois en 86, en 87. En 86, il y a eu des doutes. C'est absolument... Tous les députés du Front National étaient d'accord? Voilà, et même un député CNI, et même M. Jean Royer. Alors moi, ça, je trouve... Mais Jean Royer, il a toujours été... Non, mais je trouve ça choquant. Non, moi, je trouve ça choquant que sur un vote, scrutin public à la tribune, pour demander que les députés paient l'impôt sur le revenu comme tout le monde, tous les groupes politiques, RPR, UDF, Parti communiste et Parti socialiste, ont refusé de payer l'impôt sur le revenu. Ça, je trouve ça un peu choquant. Dominique Strauss-Kahn, vous répondez, puis... Il faut éclairer cette question-là une seconde, parce que sinon... Non, mais c'est un détail. Non, c'est pas un détail du tout. Il y a en France un système fiscal qui effectivement organise des différences selon les professions. D'ailleurs, vous avez fait une très bonne émission sur les privilèges. Sur les privilèges, tout à fait. C'en est un. Non, mais c'est vrai que les journalistes ont aussi une déduction. Les journalistes, c'est pas l'effet du hasard. C'est pas l'effet du hasard. On pourrait très bien concevoir que les députés soient payés de manière différente et donc payent l'impôt sur une somme différente. Je ne vois pas d'inconvénient. Ce qui est démagogique dans cette histoire, c'est que c'est comme par hasard le Front National qui a déposé cette proposition, en sachant très bien qu'elle ne serait pas adoptée. Et ce qui est courageux, au contraire, c'est d'avoir suivi ses positions jusqu'au bout et d'avoir, à un scrutin public, fait savoir quelle était sa position. Les professions en France ont des statuts différents. On peut trouver que c'est pas bien, et moi je ne suis pas contre le fait de le changer. C'est pas bien. Mais attention, le changer, ça veut dire que toutes les professions doivent rentrer dans le même moule. Et par exemple, que les professions non salariées, à ce moment-là, doivent rentrer dans le même moule que les salariés. C'est pas simple, non? Ah non, c'est pas simple du tout. C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire, petit à petit, a construit un système qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les journalistes ont une déduction spéciale, les VRP ont une autre déduction spéciale, les députés, pour d'autres raisons, ont une déduction spéciale. C'est pas l'effet du hasard, c'est pas l'effet du hasard. Il y a les fonctionnaires des PTT qui sont à l'Assemblée nationale, évidemment, parce qu'ils avaient les députés à côté, ils leur ont fait un truc. Bon, il y a les mannequins, évidemment. Il y a les croupiers des casinos. Pourquoi les mannequins? Ah bon, d'accord. Pourquoi les mannequins, etc. Regardez, nous avons la chance d'avoir, regardez, rien n'est l'effet du hasard. Par exemple, il y a les pilotes de l'aviation marchande. C'est pas l'effet du hasard, c'est Saint-Exupéry qui l'a obtenu du régime de Vichy. Bon, il y a par exemple... Mais attendez, ça c'est pas de la fraude fiscale. C'est l'évasion légale. C'est intéressant, mais c'est pas l'évasion légale. C'est l'évasion légale. Oui, mais le problème est de savoir quelle est la différence entre l'évasion et la fraude. Eh bien, c'est pas du tout. C'est une gradation. Par exemple, l'abus de droit. Où est la différence entre l'abus de droit et la fraude? C'est un no-maslan. Je pense que c'est très simple. Ah non, c'est pas simple. Je vais vous l'expliquer, c'est extrêmement simple. Alors moi, je vais vous l'expliquer tout de suite aussi. Alors vous le savez.